That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons renouer le dialogue avec Antoine Coppola qui était venu il y a quelques semaines de cela pour nous parler d'un livre dans lequel il avait participé, un ouvrage collectif sur la censure dans les pays d'Orient. Et donc, lui, il nous avait parlé de cette censure sur le cinéma coréen. Et ben, il faut savoir que aujourd'hui, on va parler d'un livre particulièrement étonnant. Je crois que c'est la première fois que je traite ça chez Microciné. C'est un dictionnaire. C'est le dictionnaire du cinéma coréen, sud-coréen plus précisément. Mais ça, on va en parler aussi un peu de tout ça. Et voilà, je le montre. C'est édité chez Nouveau Monde. D'ailleurs, toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Et puis, et je rappelle, Antoine Coppola, vous êtes cinéaste, professeur de cinéma à l'université Song Kyung-Wan, j'espère que je l'ai bien prononcé, de Séoul, à Séoul. Oui. Voilà, bon, bah, c'est très bien. Vous êtes spécialiste des cinémas d'Asie, et en particulier du cinéma coréen, ancien conseiller pour la Semaine de la Critique, du Festival de Cannes et du Festival de San-Sébastien. Et actuellement, vous êtes critique de cinéma à KBS World Radio en Corée, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Voilà. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Question godardienne, comment allez-vous? Très bien, merci, et merci de m'inviter aussi dans votre émission, que je suis régulièrement. Ah bah écoutez, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Alors, comme je l'avais dit, la première fois qu'on avait discuté, vous nous avez parlé un petit peu de la jeunesse de votre rapport au cinéma coréen, mais j'aimerais bien là, pour le coup, que vous nous le répétiez, parce que vous en parlez dès le début du dictionnaire, et je pense que c'est important parce que vous n'êtes pas que passionné par ça, ça a chamboulé votre vie aussi. Et donc, comment ça s'est passé? C'était quelle période et pourquoi? Et voilà. Et aujourd'hui, j'imagine, vous ne regrettez rien, d'où le dictionnaire, mais comment ça s'est passé la première fois? Oui, je ne regrette rien. Je ne regrette rien. C'était une expérience vraiment inattendue. Je pense quand j'étais étudiant de cinéma à Paris, je m'attendais pas du tout à étudier le cinéma coréen et à vivre maintenant en Corée. On m'aurait dit ça à cette époque, je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, donc c'était. Il y a des circonstances assez compliquées qui m'ont amené au cinéma coréen, mais on va dire qu'il y a une recherche particulière, personnelle en fait, sur la relation entre le cinéma et les événements politiques. Parce que c'était 87, 88, 1987, 1988, et c'est ce qu'on appelle le printemps coréen. C'est le moment où les manifestations contre la dictature finissent par faire reculer la dictature militaire. Et donc, il y a une effervescence politique en Corée du Sud. Et moi, je rencontre à Paris des jeunes Coréens qui sont passionnés de cinéma, mais en même temps, ils me racontent cette histoire-là, c'est-à-dire la chute de la dictature ou la transition vers la démocratie. Ils sont en transition. Ça n'a pas été une chute brutale, ça a été une transition. Mais donc ce sont des militants, des activistes qui me racontent cette histoire et qui, en même temps, sont liés au cinéma. C'est des cinéastes, des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, de futurs producteurs, parce qu'ils sont jeunes à l'époque. Et donc, ce lien m'intéresse. Ce lien m'intéresse. Comment ce cinéma-là va évoluer, ou qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, qu'est-ce qu'il produit comme film. Et donc, je fais le voyage en Corée pour voir directement ce qui se passe, pour voir les films. Et c'est très dangereux, les manifestations, c'est très violent, ça me surprend aussi. Et, et donc je me passionne en fait pour ça, pour des cinéastes qui sont en danger. Ils sont arrêtés par la police régulièrement, ils sont censurés, les films sont censurés, ils doivent payer des amendes. Et donc, c'est ce mélange entre une action politique et l'esthétique du film, ou les contenus même des films, qui m'a intéressé. Je cherchais ça en fait, je cherchais ce sujet-là, pas spécialement en Corée, mais c'est la Corée qui m'a fourni un exemple, un territoire à explorer. Alors en plus, c'était vraiment à explorer parce que en 87, il y avait pratiquement rien d'écrit sur le cinéma coréen en France.
Donc j'ai cherché plutôt chez les Américains qui avaient commencé un peu à écrire, et les Italiens aussi, et les Allemands. Et donc c'était, on va dire un champ de recherche, à défricher. Et ça aussi, je cherchais cette possibilité-là d'aller dans un ouvrir une voie nouvelle dans les recherches sur le cinéma. Mais dans les années 80, avant que vous vous intéressiez au cinéma coréen, quel était le cinéma qui vous titillait, qui vous questionnait, qui vous regardait? C'était quel genre de cinéma? Mmh, un peu tout, un peu tout. J'avais pas de spécialisation, même si je suis, d'origine italienne, donc le cinéma italien a toujours été Mmh, important pour moi. bien sûr. Mais par exemple, le cinéma asiatique était important. Quand j'étais gamin, j'étais adolescent, j'allais voir les films de Bruce Lee, les films de Mmh, kung-fu, les films de Hong Kong. Heu, de C'était des films pas très chers qu'on allait voir dans les quartiers de Marseille, parce que je suis de Marseille. Donc on voyait deux films à la fois. Il y avait souvent un John Wayne, un western, et ensuite il y avait le film de kung-fu, et franchement, je préférais le film de kung-fu. Et donc j'avais une sorte d'attirance pour les arts martiaux au cinéma, ça c'est vrai. Et donc tous le travail sur le corps, la danse, la chorégraphie qui apparaît dans les films m'intéressait. Donc j'arrivais un peu dans ce domaine-là avec cette culture du cinéma, on va dire, de la banlieue de Marseille, c'est mmh. sûr. Plus, quelque chose de très politique en fait. Hem, j'ai toujours été intéressé par les avant-gardes. Donc dès que je suis arrivé à Paris, j'ai été membre du groupe surréaliste parisien. Donc le surréalisme, le lettrisme, le situationnisme, et donc j'ai travaillé dans une revue, situationniste aussi. Donc le cinéma d'avant-garde avec Guy Debord, ou avec les lettristes, avec Isidore Izou, et ça m'intéressait aussi. C'était à mon avis, on va dire, il y avait le cinéma asiatique, il y avait l'ancien cinéma italien, et ensuite il y avait le cinéma d'avant-garde qui représentait une voie ancienne, déjà, ancienne, dans les années 80, les avant-gardes, c'était déjà passé. Mais voilà, je cherchais autre chose que le cinéma comme on montrait dans les années 80 en France, ça c'est clair. Oui, donc le rapport même au cinéma français, c'était un peu particulier, je pense. Est-ce que ça vous intéressait plus moyennement? Moyennement, oui, je crois que c'est le mot. Très Moyennement. moyennement. Ouais, mais Je trouvais que je vous pose cette ça parlait pas de nous, ça parlait pas de ma vie, ni ah de voilà. mes, ni de mon avenir ou de mon imagination. C'était autre chose. Elle est assez incroyable cette phrase quand vous dites: «Ça ne parlait pas de mon avenir» Mmh. et donc dans le cinéma coréen, progressivement, vous y avez vu votre avenir? Bonne question. Hem, dans le sens où le cinéma qui réagit politiquement à une situation sociale, révolutionnaire, oui. Oui, c'est pour ça que le cinéma d'avant-garde m'intéressait. Il m'intéressait pas en tant qu'esthétique. Le cinéma Mmh. d'avant-garde, c'était avant tout une sorte de vision globale des arts, impliqués dans la société. C'est ce lien-là qui m'intéressait, et donc le cinéma coréen, oui, proposait ça, ce que je cherchais, oui. Beaucoup plus que le cinéma français de l'époque. Et il y avait des films coréens qui étaient, projetés, programmés, dans les années 80, en France? Parce que vous disiez qu'il y avait pas c'était un cinéma qui n'avait pas été énormément questionné qui n'avait pas été énormément analysé. Vous avez dû été voir chez les Américains, enfin d'autres Mmh. pays. Est-ce que c'était un cinéma qui n'était pas encore, Dans les pris au années sérieux? 80, il y avait la cinémathèque, coréenne de Paris. C'était pas une cinémathèque, en fait, c'était, le centre culturel coréen de Paris Mmh mh. qui projetait des films, de pas énormément, non. Non, vraiment la découverte du cinéma coréen en France, c'est arrivé au début des années 90 avec, une grande rétrospective au Centre Pompidou, qui a été fait par Adriano Apra, Mmh. critique, italien. Et c'est lui qui a ramené, difficilement, je pense, d'après ce qu'il m'avait raconté. C'était assez compliqué de ramener les films coréens, mais c'était une grosse découverte, et le Centre culturel coréen ensuite de Paris a continué à projeter des films, et j'ai d'ailleurs travaillé pour eux comme,
animateur des séances de cinéma au Centre culturel coréen. C'était assez intéressant. C'était, jamais mes jeunes amis cinéphiles français à voir des films coréens des années 70-80. C'était un peu, il y avait un choc. Il y avait un choc, un choc esthétique parce qu'ils recherchaient toujours une qualité esthétique que le cinéma coréen n'avait pas vraiment. C'était plutôt des contenus et voire des sous-textes qu'il fallait Mmh. déchiffrer et que je faisais. C'est ce que je faisais en fait. J'expliquais tous les contextes pour comprendre cette histoire, d'où ça venait, comment la censure avait coupé le film à tel endroit, à tel endroit. C'était une expérience très intéressante, plusieurs années au Centre culturel coréen de Paris, avec une salle où on projetait par derrière l'écran. Je me souviens, on ne pouvait pas projeter en face de l'écran, mais donc c'est par derrière. Et Ah d'accord. Ah oui, d'accord, je vois très c'était bien. donc à l'envers en fait, le film était inversé et c'était une expérience vraiment assez intéressante et là en même temps, je continuais à creuser, à découvrir petit à petit les films. Il faut dire qu'à l'époque, en allant à Séoul, pour chercher des films coréens, c'était difficile parce qu'on était mal accueillis. Il y avait une sorte de centre du cinéma qui était en fait un organisme de censure, dirigé par des bureaucrates militaires, enfin, et donc j'ai une expérience assez cocasse puisque j'ai attendu une journée entière dans les couloirs de cette administration du cinéma et ils me faisaient patienter. Je voulais voir des films, je voulais avoir des informations, des documents, et ils m'ont fait patienter. Toutes les heures, ils venaient me voir en me disant: «Vous êtes encore là?» J'ai dit: «Oui, j'attends». Les rendez-vous, un truc comme ça, mais j'attends pour voir un film. Montrez-moi quelque chose, donnez-moi des cassettes VHS. Vous savez, c'était à l'époque, c'était ça, des cassettes VHS. Oui, j'ai connu, vous inquiétez pas, je sais ce que c'est. Ouais, ouais. Et ou des documents ou quoi que ce soit. Il me dit: «Ah, attendez, on va venir vous voir», et j'ai attendu jusqu'à ce qu'ils ferment et je suis parti. Bon et en fait, j'ai pu faire il faut dire parce que les Coréens eux-mêmes ne s'intéressaient pas à faire connaître leur cinéma. Peut-être ils n'en étaient pas fiers, mais heu, donc j'étais un étranger qui allait chercher le cinéma coréen et on n'était pas nombreux dans ce cas-là. Je pense qu'il y avait quelques Américains qui avaient une expérience plus concrète de la Corée puisque, l'armée américaine Mmh. est encore largement basée en Corée du Sud. Hem, il y avait la guerre de Corée aussi où les Américains étaient engagés directement. Donc, mais pour les Européens, on va dire, on était très, très peu nombreux à s'impliquer dans le cinéma coréen et on était mal reçus la plupart du temps. Et il a fallu, le milieu des années 90 avec vraiment le renouveau du cinéma coréen pour, qu'il y ait un vrai, festival de cinéma, une vraie, cinémathèque, et un vrai centre du cinéma, qui ne soit pas simplement un organisme de censure. Mais avant qu'on parle de ça, parce qu'aujourd'hui, si on parle de cinéma sud-coréen, je pense que pour beaucoup de gens, c'est une évidence que c'est une cinématographie importante et tout, mais ça serait bien aussi de comprendre un peu, ce qu'a été le cinéma coréen avant la séparation des 2 Corées et ensuite, comment ça s'est passé au niveau du cinéma nord-coréen et sud-coréen, comment enfin voilà, l'idée c'est de savoir est-ce que, et je vous pose la question en étant très provocateur bien évidemment, est-ce qu'il y avait un cinéma avant, ce que nous connaissons du cinéma sud-coréen? Est-ce qu'il y avait un véritable cinéma coréen? Mmh. Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire du cinéma coréen, ça va prendre 3 heures et encore, je donne des cours, sur ça et ça Et encore, prendrait ce un serait certain passionnant, hein, ce serait ça vraiment prendrait passionnant, je pense. mmh. Oui, bien sûr, le cinéma, a commencé en Corée, un peu en retard, mais comme dans tous les pays en Asie, c'est-à-dire avec des caméramans de Edison et de Pathé qui Mmh sont mh. arrivés. Donc heu, peut-être dans des circonstances un peu particulières en Corée, parce que c'était l'époque de la colonisation japonaise. Donc très, très vite, le cinéma coréen a été politisé parce qu'il y avait les colons japonais qui amenaient leurs films, les films japonais. Donc il y a toute une lutte là les années 20, les années 30, c'est assez long jusqu'en 45, hein, la colonisation japonaise. Et donc il y a une résistance, du cinéma coréen où ils veulent parler coréen alors que le cinéma japonais veut qu'on parle japonais. Donc il y a une production, distribution de films, ici, japonais, un contrôle du marché. Bon, c'est, une lutte, qui est importante. Le cinéma est impliqué. Par exemple, un des films, qui est devenu un symbole de la résistance, de l'indépendance coréenne, c'est Arirang,
Allégeance, c'est une vieille chanson traditionnelle qui est reprise dans un film. Ce film est un film muet, qui a disparu d'ailleurs. On n'a que quelques photos et le scénario, est devenu le symbole de l'indépendance coréenne. Et donc il y a une implication politique dès l'époque de la colonisation et une lutte des cinéastes contre la censure, etc. Ensuite, bon, après arrive le problème de la Corée du Nord et Corée du Sud, la séparation des 2 Corées, avec, on va dire, un support, économique et technique plus fort en Corée du Nord, puisqu'ils ont derrière eux le cinéma russe. Le cinéma soviétique russe qui vient les aider, donc ils développent les studios à Pyongyang. Donc il y a tout un cinéma qui se développe dans les années 50 en Corée du Nord. Cinéma, donc pays communiste, cinéma national, financé par l'État, contrôlé par l'État évidemment, et mais qui produit énormément de films de guerre, de mélodrames un peu moins quand même, et de films de propagande évidemment. Et la Corée du Sud qui, elle, est sous influence américaine, donc il y a une grosse on va dire une grosse arrivée de films américains, films européens aussi. On est toujours très surpris de voir des Coréens qui ont maintenant 80 ans, qui connaissent très bien le cinéma européen, parce qu'ils avaient pu voir à cette époque-là des films qui arrivaient d'Europe et des États-Unis. Et la traduction, mais paradoxalement, ça encourage pas les Sud-Coréens à produire des films, parce que l'importation suffit à remplir les salles en fait. Donc c'est un cinéma de très bon marché, très peu coûteux, et très vite arrivent les dictatures militaires. En fait, la première dictature n'est pas vraiment militaire, c'est une première dictature avec un dictateur civil, et ensuite les dictatures militaires s'enchaînent, et donc à ce moment-là, il y a des contrôles très très forts, et ce qu'on appelle les quotas quickies, parce que sous prétexte de protéger le cinéma national, on impose des quotas. Donc, par exemple, pour importer un James Bond dans les années 60, il faut produire une dizaine de films coréens. Donc, évidemment, les dizaines de films coréens sont vraiment bâclés, très petit budget, personne ne va les voir d'ailleurs, et pour importer un gros blockbuster américain. Voilà le système des dictatures. Et donc, au nord, on va dire que l'aide soviétique continue jusqu'aux années 80. Après les années 80, il commence à avoir des problèmes, et la production décroît nettement dans les années 90, pour se terminer lamentablement aujourd'hui avec pas grand-chose en fait. Il n'y a pas de moyens investis dans le cinéma actuellement. Mais alors qu'en Corée du Sud, bon, on connaît, hein, bon, l'histoire est connue, à partir de la fin des années 90, le grands investissements des chaebol. Les chaebol, c'est des familles très très riches qui contrôlent à peu près tout en Corée, et donc qui décident d'investir massivement dans le cinéma. Donc les budgets sont multipliés par 10, et la production, les salles aussi sont des gros complexes, des multiplexes, et voilà, et toute une génération de nouveaux réalisateurs qui débarquent, qu'on connaît, Park Chan-wook, Kim Ki-dok, Bong Joon-ho, Lee Chang-dong. Tous ces gens-là débutent, peut-être pas Lee Chang-dong qui était scénariste dans la génération précédente, mais les autres ont débuté avec le boom du cinéma coréen, c'est-à-dire un changement totalement de base économique du cinéma, avec des investisseurs nouveaux, et qui profitent aussi du fait que la dictature a disparu, la dictature militaire a disparu. Comment dire? Est-ce que la configuration du concept du dictionnaire, est-ce que c'était pour vous quelque chose d'assez évident quand vous avez voulu écrire ce livre? Parce que c'est comment dire? Parce que c'est pas qu'un dictionnaire, c'est pas qu'une sorte d'encyclopédie. Vous prenez le temps aussi. Alors il faut savoir que c'est divisé en plusieurs chapitres. Il y a les films, les cinéastes, les acteurs, actrices, les thèmes, festivals. Il y a même un chapitre sur un compositeur de musique, mais ça on va y revenir, Lee Byung-woo, et puis sur les bilans annuels, etc., etc. Mais l'idée c'était de savoir, est-ce que très vite le fait de vouloir en faire un dictionnaire, c'était quelque chose d'assez évident? Oui, j'y ai pensé très tôt.
J'ai pensé très tôt, c'est lié à mon travail de critique à la radio, coréenne. C'est-à-dire que je travaille chaque semaine, je fais mon émission à la radio coréenne et depuis, 15 ans et donc je compilais mes fiches et je me Mmh. suis dit, vraiment là je peux faire quelque chose. Au début, j'ai organisé ça de manière, chronologique, donc c'était une sorte de chronique, hem, en essayant de montrer, l'évolution. C'était un peu compliqué, c'est un genre de livre qui n'existe pas en fait, ça, que j'aimerais bien faire. C'est-à-dire que j'ai produit une critique, en 2004-2005 et je reviens sur ce réalisateur en 2015 et donc il y a le temps qui est passé et mon point de vue aussi qui a changé et je voulais montrer cette évolution, mais je pense que c'était un peu compliqué. Donc finalement ça a été remodelé sous la forme d'un dictionnaire. Mais un dictionnaire critique, c'est-à-dire que Oui. chaque film, c'est pas juste le titre et le réalisateur, il y a une analyse du film. Donc je fais une analyse, c'est ma spécialité, les analyses, j'aime bien ça. Et l'analyse de film, l'analyse de carrière de réalisateur, avec en montrant qu'un réalisateur, c'est quelqu'un qui évolue. C'est ce que je veux montrer toujours, c'est que le réalisateur, Lee Chang-dong, il a commencé comme scénariste, comme assistant, et cetera. J'essaie de montrer leur évolution. C'est pareil pour les acteurs aussi. Donc, il y avait, un côté analyse des évolutions, je pense que on peut résumer ça comme ça, plus des thèmes qui me tenaient à cœur comme la censure ou les représentations des femmes, par exemple, dans le cinéma coréen. Hem et donc, voilà, c'est en regroupant tout ça. Après, je pense après des 10 ans, on va dire 10 ans de compilation, finalement, j'ai pris une année et j'ai réécrit tout ça. J'ai essayé de d'actualiser déjà, d'actualiser et de trouver une cohérence d'ensemble. C'était pas facile parce qu'il fallait, choisir une période, parce que c'est pas un dictionnaire du cinéma coréen depuis le début du cinéma coréen. Eh oui. Ça, c'est pour un deuxième volume. Le deuxième volume reprendra et j'ai déjà les fiches d'ailleurs, sur des films des années 50, des années 60, même du cinéma muet. Il fallait il fallait trouver un format, faisable pour l'époque actuelle et je pense un deuxième volume reprendra des films plus anciens et des films, forcément ceux qui sont sortis après. Il y a une phrase que vous écrivez tout au début du dictionnaire que je trouve très belle. Vous dites: «Une certaine objectivité a présidé donc au choix», en ce sens que je, donc vous, n'évoque pas seulement des films que j'ai appréciés, mais aussi des films que j'ai appréciés, critiqués. J'ai trouvé Mmh. ça, Mmh. assez intéressant. C'est un point de vue intéressant, je trouve. Oui, merci, merci. Oui, j'avais insisté auprès de l'éditeur pour garder la phrase. Le Ah bah, voilà, j'ai oui, pas fait exprès. oui, oui. Et et je pense qu'on apprend beaucoup de choses de films, même qui vous semblent mauvais. Moi, je pense qu'on Mmh. c'est très intéressant un film qui est pas très bon. Pourquoi il est pas très bon? Qu'est-ce qui se passait? Il a l'air bancal et moi, ce que j'aime bien dans la critique, de films, c'est, et je sais que c'est pas souvent apprécié ça, mais j'aime bien introduire, le la production. Comment ce film il a été produit et parce que finalement ce qu'on voit c'est juste un résultat de nombreuses, pressions, des attentes, intentions du réalisateur, mais pression de la production et les distributeurs et cetera et j'aime bien relier tout ça. Je pense que c'est difficile et bon ceux qui sont, 100 dans l'esthétique, essayer d'éviter cet aspect-là. Mais moi, je pense que l'esthétique fonctionne avec cela. Si le budget est de 100 000 €, c'est pas un budget de 10 millions d'euros. Donc forcément, il y a un effet dans le film et j'aime bien mentionner tous ces aspects-là. Est-ce que depuis maintenant plus de 22-23 ans, est-ce que le cinéma sud-coréen, hem, est-ce que vous aviez, anticipé? Est-ce que vous vous doutiez que ce cinéma-là allait exploser et
et devenir unanime, enfin devenir une espèce d'évidence par rapport, que ce soit le cinéphile ou alors forcément le spectateur qui n'est pas si cinéphile que ça, enfin, que ça parle à tout le monde. Est-ce que pour vous, vous l'aviez déjà anticipé quelques années avant de cela? En deux temps. Un premier Ouais. temps, c'était comment faire découvrir un cinéma qui n'était pas un cinéma dominant, c'est-à-dire un pays méconnu, qui produisait des films, mais dont personne ne parlait. Donc ça, c'était, et je pensais que ça allait, ouvrir une voie, donner des idées à d'autres chercheurs, à d'autres historiens de parler de ces cinémas-là. Toujours mon modèle, c'était Georges Sadoul. Sadoul qui a, dans son dictionnaire bon, je crois que la dernière version date de 65, parlait de cinématographie totalement inconnue, personne n'avait vu ces films. Lui-même ne les avait pas vus, il avait juste entendu parler de films qui étaient sortis dans tel pays ou pas. Et bon, ça c'est mon côté, universaliste. C'est-à-dire pourquoi on va parler seulement du cinéma européen, du cinéma américain et pas d'autres cinématographies. Donc ça c'était et donc là que j'étais sûr d'ouvrir une voie à ce niveau-là. Deuxièmement, l'autre version, en fait, il y en a 3. La deuxième version, c'était l'idée voilà un cinéma qui avait une action au niveau politique dans la société. Là aussi, dans mon premier livre sur le cinéma coréen qui date de 95, donc c'était, je pense que c'était sensible. C'est quelque chose, je pensais, c'était aussi, voilà, on peut, repolitiser les analyses de films, on peut repolitiser, l'esthétique du cinéma et à travers le modèle coréen. La troisième phase, ça a été, au moment on va dire la charnière, la fin des années 90, début des années 2000, où là j'étais mêlé au cinéma coréen. Je fréquentais les réalisateurs, les producteurs, les réalisateurs, les acteurs et j'ai vu la nouvelle génération arriver. Donc j'ai vu, Park Chan-wook, j'ai rencontré, Kim Ki-dok en particulier qui a été très important pour moi, Kim Ki-dok. C'était un ami et il m'a parlé de cette nouvelle génération, de ce qui se passait et là, j'ai compris qu'il y avait une transition qui s'opérait entre le cinéma asiatique, le cinéma de Hong Kong qui était en déclin à ce moment-là avec le retour à la Chine et donc il y avait une ouverture et que cette ouverture-là allait être, occupée par la Corée, par le cinéma coréen. Donc j'ai rencontré Bong Joon-ho et d'autres réalisateurs, et avant même qu'ils commencent à réaliser des films et c'était évident pour moi qu'ils allaient, opérer une synthèse, par rapport à ce qui s'était fait avant à Hong Kong, mais aussi une synthèse par rapport au cinéma américain et européen. Ils étaient là, ils étaient, à la croisée des chemins, je pense et ça je l'ai, écrit dans mon deuxième bouquin sur le cinéma asiatique qui est sorti, je pense qu'il est sorti en 2004, mais je l'ai écrit en 2001 et en étant sûr que ça allait, toucher beaucoup de gens et de comprendre que quelque chose se passait en Corée du Sud et avec des films qui, cette fois, ils allaient pouvoir voir. Parce que Mmh. les films dont je parlais en 1995, je pense que pas beaucoup de gens pouvaient les voir à ce moment-là. Mais d'ailleurs, les films qui ont commencé à être sélectionnés dans les festivals internationaux, comme Cannes, enfin, etc. Enfin, est-ce que c'était des films qui étaient représentatifs de cette industrie-là? Après les années 2000, au début des années 2000, oui. Oui, oui. Ouais. Oui, c'était lié. Le festival de Busan a été une grande vitrine. Il a été créé spécialement pour ça, d'ailleurs, pour être une vitrine du cinéma coréen. Et donc, il y a un lien. Je pense que les festivals à Cannes, moi, j'étais conseiller, donc à un certain moment, pour la Ouais. semaine de la critique à Cannes. Et donc, c'était, Claire Clouseau qui m'avait demandé de commencer à travailler sur le cinéma coréen. Elle pouvait pas être invitée au festival de Busan la première fois, donc elle me dit: Vous êtes en Corée?» Je dis: «Oui, je suis en Corée». «Allez-y» et donc j'ai représenté la semaine de la critique et j'ai ramené des films et après j'ai continué avec, José María Riba Mmh. qui est très important aussi et donc à la fois pour Saint-Sébastien et pour, Cannes et donc il y a eu une connexion entre le festival de Busan,
qui a investi massivement quand même pour, je sais pas, je peux pas donner de chiffres, mais il y a vraiment une volonté de la part des Coréens à ce moment-là de montrer leurs films à l'étranger. Et donc c'était plus facile pour les festivals, on arrivait à faire circuler. Mais c'est vraiment la nouvelle génération, c'est-à-dire ceux qu'on connaît, Bong Joon-ho, Lee Chang-dong, Park Chan-wook, Kim Ki-dok, donc à la fin des années 90, début des années 2000. Et aujourd'hui, c'est différent. Bon, maintenant, je sais pas, c'est un peu compliqué, je pense, ça devient beaucoup plus compliqué parce que le cinéma coréen maintenant était internationalement connu. Mmh. Le le marché est en train de changer, les, malheureusement pas en bien, je pense. Je pense toujours à un système de bulle, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec les réalisateurs dont je vais parler, c'était une sorte de bulle, qui correspondait à la fois à une poussée économique, une liberté d'expression. Actuellement, on n'est pas dans ce cas-là. Il n'y a pas de bulle. Donc il y a des réalisateurs qui vieillissent. Park Chan-wook, Bong Joon-ho, petit à petit, ils continuent leur carrière, un peu trop, de manière un peu isolée finalement, soutenus par les festivals internationaux et le public international. Mais localement ici, bon, je travaille avec des étudiants coréens qui, chaque année, ont leur master de cinéma et qui commencent à réaliser des films. Et donc Mmh. je vois les difficultés ici dans un marché qui est très contrôlé, avec une production qui est limitée aussi, où il n'y a pas de cinéma indépendant en Corée, par exemple, où il n'y a pas de, il y a presque pas de cinéma indépendant en Corée parce qu'il n'y a pas de salle pour diffuser des films. Donc ils ont une situation contradictoire entre la notoriété du cinéma coréen au niveau international et en fait la situation locale qui est très, très dure. Et qui est pas du tout ouverte à des changements, à des nouveaux réalisateurs, à de nouvelles propositions esthétiques. Il y a une sorte de régime de blockbuster à la coréenne. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup ne sortent pas de Corée. La plupart ne sortent pas de Corée, ils ont juste des gros succès locaux et donc on va dire que c'est pas la même situation. C'est une situation plus sombre que celle du début des années 2000. Est-ce que cette génération du début des années 2000, je vais reprendre un terme que vous aviez utilisé concernant vos amis à la fin des années 80, scénaristes, cinéastes, vous aviez dit, Mmh. qu'ils étaient en danger. Est-ce que, au début des années 2000, est-ce que la nouvelle génération, est-ce qu'elle était en colère et aussi en danger ou c'était différent? Non, c'était différent, c'était différent. Il y a des liens, par exemple, Lee Chang-dong était scénariste de la génération précédente et il fait la Ouais. transition, il devient réalisateur après. Mais non, les autres, Hong Sang-soo, ou Park Chan-wook, Bong Joon-ho, ont commencé, assez rapidement. Ils étaient dans un moment où, il y avait des investisseurs pour le cinéma. Il y avait une recherche de nouveaux réalisateurs et donc et de talents qui étaient capables d'intégrer des influences internationales dans leurs films. Donc ils n'étaient pas du tout en danger, ils étaient plutôt, poussés par la vague coréenne, non, ça c'est sûr. La génération précédente, non, c'était souvent des activistes qui étaient en difficulté. Lee Chang-dong est Est-ce intéressant parce qu'il a Ouais. traversé les 2 générations. Et est-ce que les cinéastes et leurs films depuis 20 ans, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont, comment dire, hem, est-ce que ce sont des sources d'inspiration pour les nouvelles générations de cinéastes, d'aujourd'hui? Oui, 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 bah, bon, je parle de mes étudiants évidemment. C'est surtout le succès de Bong Joon-ho, de Park Chan-wook dans les festivals internationaux et à Mmh. l'étranger. Heu, c'est une voie qu'on leur propose, une nouvelle voie qu'on leur propose, une voie qui est assez libre et vraiment, pour eux, c'est vraiment important. Il faut noter aussi, Netflix et les séries coréennes qui débarquent en force, sur les plateformes internationales, sur internet. Là aussi, je vois mes étudiants qui sont vraiment intéressés par ça. Heu, Et ils qu'est-ce que ils vous en vont pensez, vous? Ah, oui. pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais Mmh. parce que je Oui. voulais vous la poser cette question et j'avais complètement zappé, vous me l'avez rappelé sans le savoir. Juste une parenthèse, qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette, recrudescence, on va dire ça comme ça, j'aime pas trop ce mot, mais pourquoi pas, des séries, qui fonctionnent très, très bien en plus, hein, je veux dire, on le voit. Qu'est-ce que vous en Mmh. pensez de ça?
Bah, c'est excellent, c'est excellent. Ah Je oui. veux dire, c'est notre moyen de diffuser des films qui n'auraient pas pu, être diffusés. La fameuse série, Squid Game, par Mmh. exemple, le réalisateur a bien dit qu'au début, c'était un film pour le cinéma et qu'il n'a pas pu trouver de production pour ce film-là et donc il a fait avec Netflix en série. Non, non, c'était un espoir pour beaucoup. Un espoir encore une fois, une bulle. Je dis encore une fois une bulle, c'est-à-dire une demande de la part des plateformes internationales de produits coréens, de films coréens. Ils ont accepté un peu tout, comme Squid Game, ils ont accepté de c'est assez violent, c'est assez, il y a beaucoup de sujets tabous dans Squid Game, dans Hellbound, par exemple aussi. Il y a un lien entre le cinéma, ce sont des réalisateurs de cinéma qui font ces séries. Hellbound, c'est Yoon Sang-ho qui a fait, Ouais. Le Train pour Busan et cetera. Donc, il y a un lien et ils ont ouvert une voie, des possibilités et c'est pas sûr qu'ils vont la garder la porte ouverte longtemps comme ça. Je sais pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est très, très bien pour, les jeunes générations de cinéastes coréens qui, maintenant rêvent de ça. C'est une option possible. Une option beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus libre. Je sais pas, quand je parle de liberté dans le cinéma, ça a l'air étrange pour des Français, je pense. Mais, pour les Coréens, la liberté d'expression, c'est quelque chose qui, est est difficile à avoir. Il faut toujours se battre et donc quand on dit, voilà, les séries sur internet, il y a une certaine liberté d'expression, ben, voilà, c'est bien. Ils sont contents. Quand on avait discuté dans la précédente émission sur la censure, vous aviez rappelé qu'aujourd'hui, il y a aussi de la censure et que parce qu'on a tendance à croire que, par rapport à la dynamique de cette industrie depuis plus de 20 ans, on a cette impression que, effectivement, ça n'est la censure n'est pas aussi, enfin, n'est plus omniprésente, mais vous rappelez qu'il y avait quand même oui, il pouvait y avoir des problèmes. Oui, il y a des cas précis de censure, quand il y a une judiciarisation de la censure. C'est-à-dire Mmh. on va faire un procès. On va faire un procès qui va, plomber le film Il va l'empêcher de sortir, il va économiquement mais en fait, la 1re censure dont je veux parler, c'est la censure économique. La censure économique, c'est-à-dire, il faut trouver des producteurs pour faire un film et il y a une autocensure des producteurs qui, heu, avant même de produire, se disent: «Ce film-là, ça va nous causer des problèmes, donc on le sort pas, donc on le produit pas». Donc, il y a c'est la vraie censure actuelle, c'est celle-là. C'est si après les films étaient proposés et qu'ils étaient, coupés, censurés et cetera, ça leur ferait de la publicité. Ça leur ferait de la publicité, ça aurait un contre-effet donc ils préfèrent ne pas les produire ces films-là. Les scénarios sont refusés, les projets sont refusés et ou si en indépendant, certains films arrivent à être, à sortir, c'est les distributeurs qui les sabrent. C'est-à-dire là, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de publicité, le film passe inaperçu. J'ai un ami, réalisateur, John Soo-il, qui est un peu le représentant du cinéma indépendant coréen. Soo-il a fait un film avec Chae Min-sik. Chae Min-sik est, un très, très grand acteur du cinéma coréen. Old Boy, par exemple. Depuis Old Boy, il a enchaîné des films à succès. Mmh. Chae Min-sik a accepté de tourner dans ce film indépendant, à petit budget. Donc on pense que si on est français, européen, américain, on pense, voilà, il y a une star dans le film, ça va attirer du public. Eh bien non, le film a attiré personne. Personne parce que les distributeurs l'avaient sabré, c'est-à-dire qu'ils avaient, mis, à des horaires impossibles, sans publicité et même avec une contre-publicité, c'est-à-dire des rumeurs plutôt négatives. Donc voilà, même s'il y a une star dans le film, personne n'est allé le voir. Mais pourquoi ils ont sabré ça? Pourquoi? Parce que ce serait long à expliquer, mais c'est une question d'intérêt, c'est-à-dire chacun contrôle son marché et il n'est D'accord. pas question de venir, bousculer la hiérarchie, bousculer le système de je pense que c'est pas seulement coréen ça, hein, je pense que Oui, oui, c'est partout dans le monde, hein. c'est pas une Si exclusivité coréenne, oui, si effectivement. on essaie de court-circuiter le système en place, on peut le faire, mais c'est à nos risques et périls et voilà, c'est ce qui se passe. Donc il y a des tentatives comme ça de court-circuitage qui fonctionnent pas. Les séries qui sortent sur Netflix, ont été une sorte de court-circuitage du système coréen, qui ensuite s'est Ouais. rattrapé
Ensuite, Netflix a passé des accords avec les producteurs et les distributeurs coréens et les providers, c'est-à-dire ceux qui contrôlent Internet. Et donc finalement, ça s'est arrangé. Mais au début, ça a été une sorte de choc, de surprise de voir il y a des séries internationales coréennes. Voilà. Donc, il ne faut pas stigmatiser la Corée parce que ça, c'est un système global, international. Oui. Je veux dire, la Corée, pour moi, c'est facile à analyser. Ça, c'est mon terrain de recherche. Mais je veux dire, c'est pas si spécifique à la Corée. Ça existe partout. Non, je vous confirme bien, pour connaître d'autres géographies et d'autres cinématographies de l'intérieur, ça n'est pas une exclusivité coréenne. Ça, je vous le confirme. Pour revenir au livre, bon, on en parle, mais vous parliez il y a tout un chapitre sur les thématiques du livre. Alors, je vais quand même les citer parce que c'est important, parce que ça dit beaucoup de choses aussi de ce qui a été questionné pendant plus de 20 ans dans le cinéma coréen. Alors, vous parlez des Coréens en Amérique, le cinéma documentaire, l'histoire au présent du cinéma coréen, les espions nord-coréens et comédie, la science-fiction et fantastique à la coréenne, l'horreur dans les films sud-coréens, le chamanisme coréen et cinéma et le bouddhisme, LGBTQ+, et les intersexualités dans le cinéma coréen, les images subversives dans le cinéma coréen. Je veux dire, c'est impressionnant de voir qu'en si peu de temps, autant de thématiques ont été questionnées, autant de genres aussi ont été sollicités. Est-ce qu'on peut parler, pardonnez-moi, d'âge d'or? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, ou c'est comme si en fait toutes les étoiles se sont retrouvées pour former ça, et c'est assez impressionnant. Oui, tout à fait. On peut parler d'âge d'or, d'âge d'or du cinéma. C'est la deuxième âge d'or parce que il y a un premier âge d'or des années 60. En Corée, les historiens coréens parlent d'âge d'or du cinéma coréen dans les années 60. En fait, c'était un âge d'or plutôt quantitatif où il y avait 300 films par an produits avec un star system très, très important. Mais actuellement, je pense c'est aussi un âge d'or qui malheureusement a été un peu plombé par le virus, la pandémie. Parce que Bong Joon-ho a obtenu la Palme d'Or et 4 Oscars à Hollywood juste avant. Et ensuite, donc on attendait une grosse vague et ça s'est un peu échoué. Mais peut-être que ça va reprendre. Je pense que ça va reprendre. Je voulais aussi parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le livre, mais on ne pourra pas tout dire. D'ailleurs, dans le descriptif de la vidéo, il y a un lien qui renvoie directement au site de la maison d'édition pour pouvoir vous procurer le livre. Mais j'aimerais bien quand même que vous nous parliez, parce que pour le coup, c'est un chapitre où il n'y a qu'un seul article. Et puis, on n'en parle pas souvent dans Microciné de cet aspect-là du cinéma qui est primordial, c'est la musique de film. Parlez-nous un peu de Lee Byung-woo. Qui est Lee Byung-woo? Lee Byung-woo est un musicien classique, en fait, plutôt un guitariste d'ailleurs, il a été mis en avant parce que, on va dire, c'est le premier qui s'est fait connaître en tant que musicien de film. Mais dans l'article, je ne parle pas que de lui. Vous voyez, il y a d'autres comme Dalparan, par exemple. Dalparan, c'est un pseudonyme pour aussi un musicien coréen qui est très important, qui a fait Old Boy, etc. Mais c'est compliqué je l'ai mentionné au départ, c'était pas prévu, je l'ai rajouté à la dernière minute parce que il y a très peu de musiciens de film en Corée et leur situation est désespérée pour se faire connaître. J'ai une amie qui a écrit en fait la musique de Old Boy. C'est une femme et on voit pas, elle est même pas créditée dans le générique du film. Bon parce qu'il y a tout un système de production très, très compliqué où c'est le superviseur qui est crédité et c'est pas vraiment le compositeur de la musique. Et donc voilà, j'ai voulu, en attendant un prochain volume où je continuerai à mentionner des musiciens de film, mentionner celui qui a fait sortir le métier de l'anonymat, où a été reconnu en tant que à la fois compositeur et superviseur de la musique du film, alors que les autres, non. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette cinématographie, comme si vous vous êtes un petit peu retenu, ou comme si c'était une espèce de grosse bande-annonce, ce bouquin. Alors que vous avez déjà écrit quand même sur le cinéma coréen, mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose. Oui, je pense, je voulais marquer une étape. Je voulais marquer une étape avec, en particulier la génération de ceux qui ont commencé dans les années 2000. Je pense qu'ils sont arrivés maintenant au sommet de leur carrière, même si certains vont continuer à faire des films comme Bong Joon-ho, sûrement, ou Lee Chang-dok. Mais on est
on est, je pense à la fin de cette génération, le début de la fin de cette génération. Donc, je voulais marquer ça en parlant de leurs films et de leurs acteurs aussi, parce que il n'y a pas que des cinéastes, il y a des acteurs Mmh. qui sont aussi de la même génération et leurs thèmes, les thèmes qui ont été abordés à partir du début des années 2000. C'est pour ça que je parle de période post-Old Boy, Old Boy étant souvent un marqueur important de la période. Et, je pense qu'après, il y aura autre chose. Par exemple, je prépare là quelque chose sur les séries coréennes qui se développent. Et je pense qu'après, ça va être une autre génération, notre cinéma. Je parle de génération souvent avec les Coréens. C'est très important, comme en Chine ou au Japon. L'aspect générationnel est stigmatisé ici. C'est très clair qu'il y a des générations et l'âge est très important. L'âge est très important. Et donc, c'est pas une fantaisie de parler de génération en Corée. Dictionnaire du cinéma coréen, c'est édité chez Nouveau Monde et c'est conçu, réalisé par Antoine Coppola. Je montre à nouveau la couverture et puis toutes les informations sont dans le descriptif. Merci beaucoup en tout cas, Antoine, de nous avoir consacré un peu de temps pour parler de ça. Et c'était vraiment passionnant. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just